Bonjour, aujourd'hui c'est les 3 ans de ma chaîne, et du coup je me suis dit on allait faire comme pour mon anniversaire, c'est-à-dire inviter 10 youtubeurs à me donner 10 films que je n'ai jamais vus à voir, et on verra ce que ça va donner. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, elle est présente en fiche, et vous pouvez aussi la retrouver dans la description. Du coup, je vous laisse sans plus tarder avec le youtubeur Megamax, avec lequel j'ai réalisé le plus de live à ce jour. Eh bien, salutations Internet, salutations à tous les abonnés du Guide Barbu, comme je l'aurais dit sur la chaîne Megamax. Et puis bien sûr, salutations à toi et surtout, félicitations, puisque j'interviens pour la toute première fois sur ta chaîne pour fêter avec moult vidéastes les 3 ans de ta chaîne YouTube. Alors bravo et félicitations à toi, même si une nouvelle aventure Twitch se lance, quand même bravo, parce que 3 ans, il faut les tenir et c'est pas tout le monde qui arrive à produire du contenu presque hebdomadairement sans lâcher depuis maintenant 3 ans. Tu interviens toutes les semaines. Bravo, félicitations. Poursuis, continue ton aventure youtubesque, que ce soit aussi à travers différentes participations sur la chaîne Megamax ou même des quiz par exemple chez Querelle. Fais-toi plaisir, kiffe, continue à partager et à transpirer cette passion du cinéma. La deuxième chose, je te remercie avec grand intérêt pour l'opportunité que tu me fais à travers cette chance et cette vidéo de pouvoir te conseiller, alors à mon tour, un film, et non pas vraiment un film comme choisi au préambule, mais une trilogie de films, et pas n'importe laquelle, puisque j'ai choisi une adaptation de manga, qui en plus, on peut le souligner, a priori, de ce que j'ai compris, de ce que je sais, est plutôt fidèle à l'œuvre d'origine papier de base, puisqu'aujourd'hui, on le sait, les adaptations livres, comics ou manga, très souvent on prend beaucoup de liberté. Ici, a priori, ça suit quasiment fidèlement l'histoire principale d'origine des mangas. C'est donc une trilogie de films qui est apparue en 99, 2006 et 2008 et qui arrive seulement en France en 2008 et 2009, qui sont les 3 chapitres d'une trilogie série de films qui sont sortis au cinéma, qui depuis sont édités en 3 DVD, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. J'ai ici le premier qui dure 2h20, mais c'est vraiment une trilogie de films que je conseille de regarder puisqu'on finit sur un cliffhanger. C'est 20th Century Boys que je conseille quasiment à tout le monde, original, voilà, avec un grand attrait à une espèce de monde futuriste dystopique, puisque le personnage principal qui s'appelle Kenji, qui commence l'histoire en 69, qui va ensuite basculer en 97, en 2000, et il y a même un petit arc narratif sur la fin en 2015. Voilà, on vit à 4 époques différentes à travers ces 3 films. On va suivre un jeune homme et une bande d'amis qui, dans leur enfance, vont prédire un avenir où, à travers un personnage principal ou des histoires, vont essayer de sauver le monde quand une secte immense, elle, veut détruire l'humanité. Il y a une espèce de compte à rebours qui s'installe jusqu'au 31 décembre 2000, où techniquement c'est censé être la fin du monde à travers une secte qui est un peu, voilà, un peu menaçante, un peu ténébreuse, avec un personnage mystique qui porte un masque dont on ne connaît pas l'identité. Lui, donc à travers son cahier de prédiction qu'il fait quand il est jeune, et ce qui se passe à travers cette secte et ces personnages et cette fin du monde, il va devoir essayer de sauver d'abord l'humanité et de découvrir l'identité secrète de cette personne masquée qui officie tout au long de cette trilogie et qui vient faire embêter le personnage principal. Je l'ai conseillé également à Joseph de la chaîne du Connard. Voilà, je vous la conseille également à vous qui regardiez cette vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent moment et j'attends avec impatience le retour du guide barbu sur celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse avec d'autres moult vidéastes. Ça m'embête un petit peu d'être dans la même vidéo que Shaizol parce qu'on sait très bien que lui et le cinéma, ça fait à peu près 24. Mais bon, c'est comme ça. Je les salue. Merci pour une belle journée, quoi. Tout ça, quoi. Allez, passe à autre chose, quoi. 3 films. Eh Max, t'exagères quoi. Ça va quoi, vous êtes déjà 10, je vais déjà devoir me taper 10 films, toi tu m'en mets 3 au lieu de un. Bon, vu qu'ils ont l'air sympathiques, je dis pas, je vais y aller, je vais les regarder. Bon, si après le premier, hein, j'en ai marre, j'avoue que peut-être que j'irai pas au bout, hein, je finirai le premier et basta. Mais si ça me plaît, je te promets, je regarderai les 3. Et bien entendu, je te donnerai mon avis sur les films dans une prochaine vidéo, un mois après, comme la dernière fois, bref, hein, ceux qui ont l'habitude du format, vous savez. Bon, on va tout de suite enchaîner. Attention, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'oreillette?
Attention, mais non, mais c'est pas possible. Shazelbox veut un droit de réponse. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On me pirate la chaîne? Bon, allez, vu que c'est Shazel, on va faire une petite entorse et on va lui laisser la parole, alors que normalement il aurait dû être plus tard dans la vidéo, mais bon, hein, vous le connaissez. Eh bien, bonsoir, Nable Guide Barbu. Moi je dis pas bonsoir. Bah dis bonsoir. Bonsoir Nico. C'est bon, t'es content? Ah oui, j'ai fait coucou. Et la souris sur Artichaut, c'est qu'en moins de 20 secondes, on aura fait un taf plus conséquent que Megamax en 3 minutes 42. Ah ouais, là, dès le début, les balles perdues là, comme ça. Bah techniquement, c'est pas une balle perdue, vu qu'elle est pour Anounax. Donc, le Nico, il a besoin d'un film qu'il connaît pas, visiblement. Mais comment tu vas trouver ça, toi? T'es un putain d'inculte. Bah je vais tricher, je suis pas con, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter le tout premier film d'animation de l'histoire. Ah oui, rien que ça. Pauvre Pierrot est un film d'animation français, Cocorico, réalisé par Émile Reynaud, produit en 1891 et diffusé pour la toute première fois le 28 octobre 1892. Attends, quelle année t'as dit? Alors comme d'hab, on est gentil, on s'est pas foutu de vous, on en a fait une restauration 4K qu'on vous a mis à disposition sur notre chaîne secondaire, du moins tant qu'on nous la fait pas sauter. Ah ouais, non merci, une fois c'était suffisant. Et donc du coup, voilà, pour ceux qui se demandent c'est quoi le tout premier film d'animation, ben c'est ce machin, une espèce de plan séquence. Alors techniquement c'est aussi un plan fixe, mais comme le plan il dure tout le film, bah techniquement c'est un plan séquence. Mais là je joue à l'enculeur de mouche, hein, pour être honnête. Comme le culturel. Plus tard, on a dit. Je disais une espèce de plan séquence narrant le triangle amoureux entre les bien connus Harlequin, Colombine et le fameux Pierrot. Ah mais c'est pour ça le titre du film. Le truc sympa avec ce fossile de l'animation, c'est qu'on peut voir que dès le début, les bases de ce noble art étaient déjà posées. Outre le procédé de production, qui mériterait son propre épisode de CIUFCC tellement c'est le bordel, force est de constater qu'on est face à la toute première production de Terre 1 ayant recours au blocking. Le bloc quoi? Le blocking, vous savez ce que c'est une technique d'animation qui consiste à mettre des clés uniquement au moment fort de notre séquence animée. C'est un peu comme ça qu'on te simulait une animation sur nos vieilles consoles avec les sprites de nos persos favoris. Alors de nos jours, le blocking c'est plus une technique qu'on utilise aux prémices du taf d'animation pour définir le rythme global de l'action représentée, mais ça n'empêche pas tout un pan de l'industrie d'y avoir recours. Genre South Park, c'est que du blocking. Et si on creuse un peu plus loin, il y a toute l'animation stop motion qui se base sur ce procédé. Je veux dire, même une super production comme The Lego Movie se repose dessus. Y a du blocking de partout, le patchocrou. Bref, moi cette capsule temporelle me termine, son année de production me sidère, et pour les plus curieux, l'histoire qu'il y a derrière ce film est juste folle. Mais on n'a pas le temps, on n'est pas là pour ça, et comme dirait l'adage, On t'emmerde, on fait ce qu'on veut. puis on va pas se mentir, c'est l'occasion de découvrir un magnifique récit mêlant une michto, un queutard et Pierrot la victime. Ah mais c'est pour ça le titre du film. Puis entre nous, mon bon Nico, ce sera sûrement plus simple pour toi à mater que, au hasard, une putain de trilogie. Voilà, des bisous. Des bisous. Ah ouais, quand même. Bah j'espère que ça va bien aller entre toi et Megamax après cette vidéo, parce que... Hein, merde, il y en a marre des dramas, hein. Bref, bah merci à toi pour ce court-métrage. Oui, parce que franchement, là, après les 3 films de Max, je me disais que la vidéo commençait à prendre une tournure que j'aimais pas trop, hein, parce que bon, hein, déjà que, comme je l'avais dit, un film par personne, c'est déjà pas mal, hein. Là, 3, ça faisait beaucoup, et du coup, un court-métrage, ça va quelque peu équilibrer les choses. Bref, merci à toi et Anto, des bisous, bien évidemment, mais maintenant, il faut passer à la gourou du vivier. Pour ceux qui connaissent, c'était notre groupe de viewers sans critique, notre très cher ami Lila. C'est à toi. Plus haut. Encore un peu plus haut? Non, plus loin en fait. Ah non, encore plus haut. Attends, c'est le ventilateur ça? Ah non, plus bas, plus bas. Ok. Bonsoir cher guide. Pour une fois, c'est toi qui nous as demandé de te guider. Je me suis donc attelée à la tâche pour dénicher le film que tu n'avais pas encore vu, que tu n'avais pas encore l'intention de voir. J'espère que c'est pas parce que tu avais vu la bande-annonce et trouvé ça pourri. Je suis donc allée piocher dans ma monomanie du cinéma nippon pour te recommander... il se passe rien. Bon, tu m'excuseras, la vidéo c'est pas mon médium et j'ai 0 logiciel sur cet ordi. On va donc faire ça à l'ancienne. Rabo and Peace. Love and Peace de Sonotion. Love and Peace, c'est l'histoire d'un type pas très bien dans sa peau, pas très bien dans sa vie en général, et qui va adopter une petite tortue. Toute petite comme ça. Il va se voir conquérir le monde avec cette tortue devenue maintenant sa plus proche confidente et amie, et en particulier partager avec elle son rêve de devenir un grand chanteur. Le problème c'est que,
Ses collègues vont se moquer de lui et de son nouvel animal de compagnie. Et lui va donc décider d'envoyer cette belle petite tortue dans la chasse d'eau. Elle va donc se retrouver dans les égouts où elle va faire la connaissance de... Bon, c'est Sonotion, donc forcément, ça va devenir n'importe quoi. Tout ce que je dirais, c'est que c'est un film de Noël. C'est un Kaiju Eiga, un film de monstre. Et qu'il y a des vestes à franges et à paillettes, ce qui quand même... fait assez rare dans la carrière de ce réalisateur. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui nous écoutent, je leur déconseille vivement de lancer un de ces films au hasard. Mais ici, on a affaire à un feel-good movie. Donc normalement, quand tu sors de là, t'as le sourire aux lèvres, le cœur léger, et tu te demandes « Mais qu'est-ce que je viens de voir ?» C'est toujours un pari, de toute façon, les œuvres de Sonotion. C'est foutraque, plein d'énergie, plein d'idées. Bon, certaines sont meilleures que d'autres. Mais je trouve que Love and Peace, en plus d'être son œuvre la plus grand public, c'est certainement aussi sa plus bienveillante. Et on a l'impression de sentir l'âme d'enfant du réel dans le film. Et rien que pour ça, on a envie de lui passer ses défauts. Dans tous les cas, j'espère que ce sera un pari gagnant dans ton cas. Et puis, j'ai hâte d'avoir tes retours, quels qu'ils soient. À très bientôt! Merci Lila, encore une fois, d'avoir dérogé à ta règle et de t'être montré pour moi en vidéo. D'ailleurs, vous pouvez déjà la retrouver aussi avec les copains dans le live sur les films de genre. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir de rentrer encore un peu plus dans ton univers. Donc, encore avec du Sonotion, évidemment. Pour te dire, je me suis carrément procuré le Blu-ray à cette occasion, donc impatient de voir ce que ça va donner. On passe maintenant au rappeur du YouTube Game, Je suis ciné. Guide Barbu, combien de films t'as vu? Tellement qu'on les compte plus. Heureusement, j'ai réussi à en trouver un que t'as pas encore visionné. Mais t'inquiète, c'est promis, il n'est pas dans ta liste d'envie. Pour les 3 ans de ta chaîne ciné, tu vas te pencher sur un film de Takeshi Miike. Pour ma recommandation, direction de Tokyo. Attention, on part sur Crow Zero. Adaptation d'un manga japonais. Maintenant que c'est dit, on peut y aller. Bienvenue à Suzuran, bienvenue en enfer. T'arrives avec la banane, tu repars avec le front à terre. Dans ce grand bahut, pas de compromis. C'est la loi de la rue, y'a que des compromis. Promis à te faire mêler aux autres, faut se mêler aux autres pour arriver en terre promise. Objectif de tous, c'est d'être le boss. Donc ça bosse, mais pas pour passer sous les objectifs. C'est là qu'arrive Kenji Takiya, gueule d'ange qui veut devenir roi. Mais dans le lycée des corbeaux, ça suffit pas de faire le beau. À chaque prise de bec, tu peux y laisser des plumes. La baston fait partie du décor, mais jamais tu seras le plus fort si au final t'entourer tu sais pas. De plus en plus classe, quand il prend des classes, il doit cependant s'allier au chef, mais pas de son propre chef. Il va créer son crew pour pas se faire ken. Izaki, Makise et Chuta, voilà la bande face à celle de Serizawa. C'est le combat qu'on nous sert dans ce premier volet. Mais chut, jusque-là j'en ai beaucoup dévoilé. Pressé d'avoir ton avis, savoir où tu te situes. T'es plus GTS ou série, ou alors si t'as même pas de parti pris. Si t'as kiffé, regarder la suite est obligé. À mes yeux, le 2 est même encore mieux. Tu verras derrière les points et les coups de pied, il y a de vrais sujets. L'héritage, l'honneur, la détermination et même l'amitié. Je te remercie d'avoir pensé à moi pour participer à ce concept collégial autour de toi. Et surtout, happy birthday à ta chaîne. 3 ans déjà que les vidéos tu les enchaînes. Je suis Guide Barbu, et ce n'est que le début. Encore 3 films? Sérieusement? Oui, parce que bon, tu me conseilles le 1 et le 2, mais c'est une trilogie. On va pas se cacher que... on va aller au bout des choses et on va regarder les 3 quand même, hein? Vous êtes pas possible. Hein. Je vous demande un seul truc à respecter, c'est un film que je n'ai pas vu, et vous m'en donnez plusieurs. Vous êtes pas possible. Bref. En tout cas, merci pour ta recommandation. Hein, j'ai bien aimé la forme, quelque peu différent de ce à quoi on a l'habitude sur YouTube, mais très original ma foi. D'ailleurs, si ça vous a plu, il fait ça aussi sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour info, vous allez pouvoir me retrouver ce vendredi sur la chaîne de Je suis ciné pour un live exceptionnel où il va me poser des questions. Voilà, je vous en dis pas plus. Hein, vous retrouvez ça, toutes les infos sur les réseaux et puis en barre de description, etc. Bref, vous connaissez la chanson.
Je vous invite maintenant à changer de rythme et à rentrer dans l'univers de Artopolis, qui, je suis sûr, nous a préparé quelque chose de savoureux. Salut Guide, j'espère que ça va et merci pour l'invitation. Tu veux qu'on présente des films que tu n'as pas vus? Et ben écoute, moi j'ai choisi un film assez particulier qu'il me semble que tu n'as pas vu. Ben écoute, moi je voulais te conseiller donc La Clepsydre de Wojciech Has, qui est un cinéaste polonais, qui fait donc un film qui est assez incroyable, qui en plus est une adaptation d'une œuvre littéraire de Bruno Schulz qui s'appelle Le Sanatorium au Croque-Mort. Et La Clepsydre en fait, c'est un film qui parle de la quête de Joseph, qui est en fait un homme qui arrive dans un sanatorium en espérant pouvoir croiser son père parce qu'il souhaite lui parler puisque son père est très malade, etc. Et il arrive en fait dans le lieu et dans ce sanatorium il y a quelque chose qui se passe qui est assez étrange en fait, qui fait qu'il se retrouve dans un lieu qui va être en fait une sorte de lieu de passage vers le temps et vers les souvenirs surtout. C'est ainsi qu'en fait tout le film va s'articuler autour de passages entre différents lieux. En fait Wojciech Has recourt à des plans séquences assez incroyables. Par exemple, en passant sous un lit, il va se trouver dans un village. Donc c'est-à-dire qu'il va passer sous un lit qui est présent dans un endroit dans le sanatorium et en fait à l'autre bout du lit, il va se retrouver dans un village énorme et c'est ça qui est assez incroyable avec ce film, c'est que il y a une fluidité de passage, c'est stupéfiant. Il y a une impression de démesure qui est assez forte dans ce film. Je pense qu'on peut parler de monument cinématographique dans le sens où il y a vraiment cette idée de film énorme qui te bouffe, qui peut ne pas plaire à tout le monde effectivement, ça je veux bien l'entendre, mais qui est un film qui arrive à servir de tout ce qu'il y a autour de lui. Et vraiment il va à fond quoi, il y a vraiment cette idée, on passe de lieu en lieu, de ruine en ruine, de passage, et il y a tout un truc introspectif qui est assez impressionnant, qui est assez touchant. J'aime beaucoup la folie du film, même si elle peut un peu nous perdre, mais volontairement, hein, c'est quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'accident, au contraire, et je trouve que ça fonctionne très bien là-dessus. Et il y a un moment en fait où on n'est plus du tout conscient de ce qui se passe en fait, où on se laisse porter par les choses, et on se pose plus du tout de questions. Même on apprend à connaître le personnage en même temps, puisque c'est lui qui est confronté à ses propres souvenirs, et c'est ça qui est assez impressionnant. Il y a vraiment quelque chose de touchant, notamment vers la fin, où il y a une forme de lâcher prise totale, où le film va vers quelque chose de beaucoup plus sombre, et c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup, me touche hein, forcément, parce que la manière qu'a de le faire Wojciech Has est rattachée à la souffrance de son personnage, qui est toute cette question de l'écoulement du temps, et comment le temps en fait va avoir un impact sur notre rapport avec le monde. Par exemple, il revit des souvenirs assez enfantins parfois aussi, et il a un regard d'adulte, et en même temps il est complètement perdu par ce qu'il voit, et il y a une forme de nostalgie qui se crée chez le personnage de son passé, mais la finalité du film est profondément morbide en fait, dans le sens où le personnage ressort littéralement de terre, et il y a quelque chose d'assez incroyable dans cette finalité, le personnage change. Je veux pas trop expliquer vers quoi ça va, mais il y a quelque chose d'assez beau en fait, et d'assez triste aussi, mais qui est forcément lié à la question des souvenirs, des regrets aussi, je pense. C'est ça qui est incroyable dans le film, et en même temps, il y a des passages totalement fantaisistes, où il y a par exemple une espèce de ruine, je crois que c'est un bateau, et il y a en fait des automates, et c'est incroyable. Enfin, là-dedans, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un film qui, je pense, faut voir, parce que il y a quelque chose d'à la fois horrifique, à la fois touchant, à la fois perturbant, parce que on suit le personnage dans sa progression, donc on le suit aussi dans des endroits étroits, et ça crée une sorte d'aspect labyrinthique qui est étouffant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le film. Il avait eu le prix du jury cannois de 1973, et je pense que c'est vraiment justifié. Alors, il y a des comparaisons qui sont faites avec des cinéastes que je trouve plus ou moins logiques. On parle de film labyrinthe, de voyage initiatique, c'est ce que je disais, d'expérience sensorielle. Effectivement, c'est une expérience sensorielle, dans le sens où tout est rattaché au sens du personnage principal. De rêve incohérent, c'est vrai. De théâtre de marionnettes, effectivement, il y a toute cette idée de représentation presque théâtrale des choses, d'être en face de marionnettes, littéralement, et c'est assez intéressant. La musique hypnotique, effectivement, la musique est assez magnifique. Et voilà, il y a des comparaisons avec Fellini, Tarkovsky, Visconti, Lynch ou Nolan. Alors, oui, ça pourrait être une inspiration majeure de Lynch ou Nolan, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que je pense qu'au contraire, Nolan n'a pas du tout la même vision de l'espace que Wojciech Has, même si effectivement, il y a, comme dans Paprika aussi, hein, puisque c'est quand même l'inspiration principale de ce fameux film de Nolan, qui est Inception, il y a effectivement la même idée de switch entre les périodes, etc. Et on sait plus vraiment séparer le rêve de la réalité, et on a de ça en fait dans la Clepsydre. Donc voilà, cher guide et chers spectateurs du guide, je vous recommande fortement la Clepsydre de Wojciech Has. Ah ouais, ça a l'air d'être un sacré morceau hein, que tu me présentais là. Bon,
Après, perso, ce sera mon deuxième film du réalisateur, donc pourquoi pas, hein. J'ai déjà vu La Poupée cette année au cinéma, que j'ai plutôt apprécié, hein. La direction artistique était magnifique, donc si on reste dans ce genre-là, moi, ça va beaucoup me plaire. Surtout que tu as parlé de Tarkovsky, tu sais que j'adore aussi, donc effectivement, il y a moyen que ça me plaise beaucoup. Donc merci pour la recommandation, ce que tu as dit était très convaincant. Passons tout de suite au plus covidé de tous les youtubeurs, à savoir Morgane et son ciné. Merci à toi de quand même avoir pris le temps de faire cette vidéo malgré ton état de santé. Salut tout le monde, salut les cinéphiles de l'extrême et merci le guide barbu pour l'invitation. Félicitations pour les 3 ans, petit coquinou. Et désolé si parfois je galère, que la voix part en couille, je suis ce qu'on appelle dans le jargon Covidé. Je vais te proposer un film qui me tient à cœur, ça s'appelle Loch Ness et c'est sorti en 1996. Alors oui, si tu n'as pas de magnétoscope, tu peux toujours te procurer un DVD. L'histoire raconte comment un cryptozoologue alcoolique et totalement cynique part à la recherche de Nessie à contre-cœur. Parce que pour lui, il n'y a rien dans le loch. C'est toujours des rondins, c'est jamais rien d'autre. Au casting, on a donc Ted Dawson, que vous avez certainement déjà vu dans la série The Good Place, ou encore le téléfilm Gulliver. On a aussi la ravissante Jolie Richardson. Portement du Canis lupus amoureux. Pour lui, c'est la période. Et même Ian Holm. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, c'est qu'en termes de mise en scène, on n'arrête pas de jouer sur le mystère. Est-ce que le monstre existe ou non? Parfois, on pense même l'avoir vu, alors que ce n'est pas le cas. Pour le moment, c'est le meilleur film de cryptozoologie que j'ai vu. Et même dans la méthode de travail, on retrouve des choses qui ont été utilisées sur le loch. Nous avons tout simplement déployé toute une flotte de sondeurs acoustiques pour faire un rideau de sonar. Ah, il faut que je vous parle de la musique. La musique est signée Trevor Jones. Le dernier des Mohicans, Dinotopia, Cliffhanger, Merlin, Dark Crystal, c'est lui. J'adore tellement la BO que j'ai acheté le CD. CD qui est emballé, du coup c'est celui-là que j'écoute. Parce que oui, je l'ai en 2 exemplaires. Comme c'est une édition limitée, je voulais en avoir un de secours. Ça se voit hein, que j'ai les yeux éclatés comme si j'avais fumé de la Buddha cheese. Et niveau technique, il y a surtout du practical, mais aussi un peu de CGI, et les 2 procédés sont réalisés par la Jim Henson Company. La compagnie qui a travaillé sur Dark Crystal, ce qui fait un deuxième point commun entre Dark Crystal et Loch Ness, les Tortues Ninja de 1990, la série Dinosaur, et cette année la compagnie a travaillé sur le Pinocchio de Guillermo del Toro. La qualité, vous voyez. Je pourrais aussi vous sortir quelques informations de ce dossier de presse que j'ai récupéré dans un cinéma il y a quelques semaines, trouvaille dont je suis très fier. Mais il faut aussi laisser la parole aux autres intervenants, donc je vais juste ajouter une chose parce que je n'ai pas parlé du réalisateur, John Henderson. Non, c'est pas lui. Lui, c'est un champion de fléchettes, hein. Je suis désolé, j'ai embauché un monteur de chez l'équipe 21 pour cette vidéo. Voilà notre John Henderson. Vous ne le connaissez certainement pas, sauf si comme moi vous avez une trentaine d'années et que dans votre enfance, durant les fêtes de fin d'année, eh bien, vous regardiez des téléfilms, notamment La Guerre des Invisibles, un film où les fées et les léprechaune s'entretuent à coups de bâton. Voilà Guide Barbu, j'espère que tu vas apprécier ce film. Ce n'est certainement pas le plus ouf de ce qu'on va te proposer dans cette vidéo, mais il me tient à cœur et je pense vraiment qu'il faut le voir au moins une fois. Encore bravo pour tes 3 ans sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut! J'ai bien l'impression que je l'ai déjà vu quand j'étais gamin à la télévision, comme le truc avec les léprechaunes et les fées, là dont tu as parlé. En tout cas, ça m'intrigue. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Et puis, j'espère que toi, tu vas mieux maintenant, hein, que tu n'es plus covidé. Sinon, ce serait vraiment pas de bol, hein. Bref, passons au maître du cinéma asiatique, Jonathan Asia. Salut à toi mon cher guide et avant toute chose, joyeux anniversaire mon gars. Et à cette occasion, j'ai décidé de te faire un cadeau très particulier, de te parler d'un film que j'adore, que j'ai découvert il y a à peu près 25 ans, que j'ai dû voir au moins une bonne 50aine de fois sans exagérer. Il s'agit d'un film hongkongais sorti en 1988, réalisé par Liu Xiaoliang. Voilà, comme tu le vois, j'ai encore la VHS, que j'ai gardée précieusement en espérant un jour une édition Blu-ray, pourquoi pas. Tiger on the Beat, c'est un peu pour moi un miracle. Comme on dit souvent, les étoiles étaient alignées pour faire ce film, et ben là c'est le cas. Pour moi, je le considère comme l'un des meilleurs buddy movies qui ait jamais été fait. Et déjà, l'un des gros points forts du film, c'est son casting. On retrouve Chow Yun-fat, le héros de The Killer, de À toute épreuve entre autres, un acteur hongkongais que tout le monde connaît je pense, qui va faire équipe avec Conan Lee, un acteur un peu moins connu, mais qui fait clairement le taf dans ce film, en plus d'être un excellent artiste martial. On a également au casting, dans le rôle des méchants, Norman Chu
et Gordon Liu, deux artistes martiaux vraiment excellents, qui pareil sont des figures légendaires du cinéma hongkongais, qui aujourd'hui, Gordon Liu on ne le voit plus trop, mais Norman Chu il continue sa petite carrière en Chine, il continue à faire ses petits films, et il tourne parfois avec des compères avec qui il tournait il y a 30 ou 40 ans, ce qui donne un petit cachet sympa à des films qui sont parfois pas très très brillants, mais je m'égare. Je reviens à Tiger on the Beat. On retrouve également au casting la délicieuse Nina Ricci, que j'adore, d'amour, la femme de Jet Li d'ailleurs. On a également des petits rôles de Shin Fyon et de Ti Lung, ce qui est vraiment, pour tous les fans de cinéma de HK, la crème de la crème. On va suivre un duo de flics, on va suivre Franz Lee, incarné par Chow Yun-fat, qui est un flic un peu coureur de jupons et pas très très courageux, qui va faire équipe avec un policier déterminé et toujours prêt à se jeter dans le feu de l'action, interprété par Conan Lee, deux personnalités un petit peu opposées, ce qui répond tout à fait au code du buddy movie, qui vont tout faire pour arrêter une poignée de gangsters qui font du trafic de drogue. J'ai oublié de souligner que dans ce film, on a la légende Philippe Coffey. Il fallait absolument que je le place. Tiger on the Beat, c'est un délice de par son rythme. On va avoir des situations extrêmement drôles, du comique de situation un peu à la hongkongaise, un peu gras, un humour un peu gras, qui va être entrecoupé de scènes d'action vraiment bien mises en scène, puisque c'est quand même Liu Xiaoliang à la réalisation, le réalisateur de Drunken Master 2, qui va nous signer un film d'action urbain vraiment extrêmement péchu, avec entre autres notamment des courses-poursuites, des gunfights, des bastons et un final légendaire où Conan Lee et Gordon Liu vont s'affronter dans un duel de tronçonneuses. Et ça, franchement, ça vaut vraiment, ne serait-ce que cette scène, le visionnage du film. On va avoir aussi un film avec des héros qui ont parfois des comportements ou des agissements un peu borderline. C'est un film qui va pas franchement ménager la jante féminine, comme peut en témoigner la pauvre Nina Ricci, qui vraiment dans ce film en prend vraiment pour son grade. On va avoir aussi des scènes assez cruelles, assez dures, puisqu'on va quand même traiter dans l'histoire de personnages qui sont dépendants à la drogue. On va avoir des scènes de torture, mais aussi des scènes psychologiquement un peu plus âpres que le reste. Mais voilà, Tiger on the Beat, je ne peux que te le conseiller. J'ai hâte d'avoir ton retour dessus, parce que c'est vraiment un film que j'adore. Il fait partie de ces quelques rares films que je considère parfaits, que je peux regarder encore et encore et encore et encore sans jamais me lasser. Donc voilà, c'est mon cadeau pour ton anniversaire mon gars, régale-toi. Entre le réalisateur, le casting, ça donne franchement envie. Puis avec ta vision des choses, le scénario, tout ça, franchement, les extraits que tu as proposés, vraiment ça me donne très envie de le découvrir. Donc merci Jonathan pour cette pépite. D'ailleurs, en parlant de pépites, je pense que ce cher Mister Cult doit en avoir à l'appel, et il doit m'en avoir réservé une bien savoureuse pour les 3 ans de ma chaîne. Oui, les 3 ans de ma chaîne, hein. Pas mon anniversaire à moi personnel, Jonathan. C'est pas grave, on t'en veut pas. Bref, allez, voyons ce qu'il nous a réservé. Bonjour à tous, ici Mister Cult, et merci au Guide Barbu pour son invitation, et surtout, félicitations pour les 3 ans de sa chaîne. Pour fêter ça, il fallait trouver un film à faire découvrir, et comme à mon habitude, je suis toujours là pour mettre en avant les petites perles filmiques, et c'est ainsi que je vais vous parler de Red State, réalisé par Kevin Smith. I see the face of Jesus on my way this night. And my Savior is there to comfort me. L'histoire, 3 adolescents reçoivent une invitation sur internet leur promettant des relations sexuelles, sauf qu'à leur arrivée sur les lieux, ils vont tomber entre les mains d'une secte religieuse extrémiste aux intentions macabres. Sorti en 2011, Red State est le 10e film de Kevin Smith, mais surtout son premier n'étant pas une comédie, étant surtout connu dans le genre avec des œuvres comme Clerks, Dogma ou encore Les Glandeurs. Et sur le papier, l'idée était intéressante et en même temps mitigée car le cinéaste est un excellent scénariste avec des dialogues aux petits oignons, mais n'étant pas forcément réputé pour une mise en scène ultra travaillée. Mais étant un vrai cinéphile, le bougre a la capacité de se transcender en se démarquant des frères Weinstein qui
produisait ses films jusqu'à ses débuts, pour une production indépendante louée à 5 millions de dollars, lui permettant une totale liberté créative, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a littéralement pété les plombs avec Red State. S'attaquant au fanatisme religieux, Kevin Smith impose une nouvelle patte visuelle, loin des tics horrifiques de l'époque, le film a été vendu comme un film d'horreur. Disons qu'il navigue plutôt entre l'actionneur décomplexé dans sa violence et l'humour noir qui a fait sa renommée. L'angle d'attaque mettant en avant une certaine facette de l'Amérique difficilement acceptable hors de leur contrée, s'articulant autour d'un pasteur véhiculant des idées où l'homosexualité et autres déviances sont la marque de Satan qu'il faut absolument purger, faisant référence dès l'ouverture aux funérailles de Matthew Shepard, assassiné en 1998 pour cause de son homosexualité. Le pasteur étant en filigrane une référence au révérend Fred Phelps, connu pour ses positions racistes et homophobes. Mais en fait, l'histoire que j'ai véhiculée n'est que la première partie, se véhiculant en deux situations. Les trois jeunes qui tentent de survivre à l'intérieur et à l'extérieur, le FBI qui tente de déloger la secte. Un mix de plusieurs genres entre le survival, le film d'action et une horreur viscérale qu'on ne soupçonnait pas de la part de Kevin Smith. Avec au menu des puceaux qui pensaient faire une partouze, des catholiques extrémistes qui torturent tout ce qui n'est pas en rapport avec leurs idéaux et le FBI qui tire sur tout ce qui bouge. Ici, point de référence et de clin d'œil à la pop culture comme à son habitude, il traite son sujet avec sérieux en livrant son œuvre la plus maîtrisée et la plus percutante de sa carrière, en poussant les curseurs à fond dans ses thématiques, en nous envoyant à la tronche des scènes choc pour dénoncer les dérives d'une société américaine prise entre la peur du terrorisme constant et une démocratie qui s'éloigne de plus en plus de ses valeurs et du peuple. Le tout agrémenté d'un beau casting, Michael Angarano, Michael Park, Melissa Leo et le toujours génial John Goodman. C'est rentre dedans, parfois plombé par des problèmes de rythme, mais c'est brut de décoffrage dans son mélange entre humour et violence. Et où la dramaturgie, quelque peu absurde au départ, laisse place à un goût amer dans notre vision de l'Amérique. En résulte une œuvre poignante, là pour bousculer le spectateur à travers un paysage aride et sec, nous prenant au beau milieu d'un engrenage mortel. Un pur film de redneck comme on n'en fait plus, stylisé et complexe à la fois. Red State ne vous laissera pas indemne à votre visionnage. Bien sûr, 2-3 minutes ne suffisent pas à parler de la totalité du film, donc j'espère que vous aurez la curiosité de le découvrir. Voilà, c'était Mister Cult, je te redonne la parole, Guide Barbu. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao. Un film de Kevin Smith qui a l'air bien différent de ceux que j'ai vus du bonhomme. Et ben ça a l'air plutôt pas mal ça. Bon, après, il faut croire que à chaque fois que l'un ou l'autre va faire une petite collab chez l'un ou l'autre, c'est toujours pour des films pas très joyeux, hein. Mais bon, en vrai, moi ça me donne envie, donc je vais voir ça avec attention. En parlant de films joyeux, il me semble que Jules Melon m'en a réservé un de ce goût-là, lui aussi. En plus, un film culte, on m'a dit, donc on va voir... Bonjour mon cher Guide Barbu, et joyeux anniversaire à ta chaîne. Tu veux donc que je te fasse découvrir un film que tu n'as pas vu, voire très peu connu. Très peu connu, pas vraiment, parce que c'est celui-là dont je vais te parler. Et ce film, crois-moi, il est hyper culte. Et je pensais d'ailleurs qu'avec ta grande culture cinéma, tu t'étais déjà attelé à ce visionnage, mais non! Alors, ensemble, nous allons savoir où est passé Rowan Morrison et peut-être découvrir la vérité sur le Wicker Man. Parce que c'est un film d'enquête, ce métrage. Mais surtout, un film d'horreur, un film de folk horror. Bon allez, je reprends ma disposition habituelle pour t'en parler vite fait. Me voici désormais correctement installé après cette introduction un peu spéciale, afin donc d'évoquer plus librement ce métrage britannique sorti en 1973, réalisé par Robin Hardy, et avec au casting notamment Edward Woodward, mais surtout le grand Christopher Lee, en très grande forme, capillaire d'ailleurs, j'en dis pas plus. L'histoire très simple d'un policier appelé sur une île, donc quelque part au large de l'Écosse, afin d'enquêter sur la disparition d'une petite fille, sauf que ce représentant des forces de l'ordre, très chrétien, va être confronté localement à une croyance païenne spéciale, se sentir dépaysé et perdre peu à peu son innocence, disons-le comme ça, en découvrant les mœurs locales, et donc douter très vite que cette disparition de la petite fille soit uniquement accidentelle, sans en dire plus, mais donc se confronter aux rites et traditions plutôt dégradantes à ses yeux, mais qui le remet dans sa condition d'humain et qui nous, spectateurs, nous fascine à plus d'un titre.
Et évidemment, à l'époque, à sa sortie, le film a fait son petit scandale, a failli être interdit. Il faut dire qu'il y a des moments particuliers, assez érotiques, disons-le, et même d'éducation sexuelle pour les enfants, clairement très loin de ce qu'on pourrait imaginer dans notre société occidentale habituelle, et surtout cette tension qui va aller crescendo dès que, justement, la fête de mai, puisque c'est une tradition qu'on peut retrouver dans Midsommar des années après, qui a probablement d'ailleurs trouvé ses racines dans The Wicker Man. Bref, quand cette cérémonie s'emballe, le chef de la police va être pris clairement dans les filets de cette communauté spéciale. Et évidemment, pourquoi je te le conseille? Parce que il faut le voir. Il va fêter en plus ses 50 ans l'année prochaine. Et donc, tu vas adorer. J'en suis persuadé. C'est un film unique, l'un de mes préférés dans le domaine horrifique au sens large, folk horror donc, mais pas que. Et il y a des moments qui sont inoubliables à travers certaines chansons, certains moments oniriques, et donc un final qui va rester à jamais cristallisé dans ton esprit, je te le dis. Bah ouais, effectivement, un film que je n'avais pas vu, malgré que le film soit hyper connu. Ça faisait longtemps que je voulais le voir et que je ne prenais pas le temps. Là, au moins, c'est l'occasion. Merci à toi, parce que ça aurait pu encore attendre longtemps. Enfin, merci, mais en même temps, il faut dire que j'ai dû l'acheter 2 fois. Bah oui, autant vous dire la vérité. Je l'ai d'abord acheté sur un site où je pensais l'avoir en version sous-titrée, et finalement, il n'y avait pas les sous-titres français. En plus, c'était une director cut, tout ça, machin, bref. Donc j'étais super content, et quand je l'ai reçu, j'étais beaucoup moins content. Du coup, j'ai acheté la nouvelle version directement neuve, comme ça je me suis dit là au moins, il n'y aura pas de problème, ce sera bien avec une version sous-titrée française et tout, enfin bref, voilà. On a fini pour mes déboires, c'est pas très grave. Bref, en tout cas, je pense que le film va être plutôt sympa, et au moins maintenant je l'aurai dans ma collection. On finit avec le petit préféré du public des Nuggets d'Or. Ah, attention, on me dit quoi? Il ne faut plus en parler, car ça risque de faire encore des dramas. Ok, bon du coup, place à la vidéo. Bonjour à vous les petits cinéphiles. C'est pas pour ta chaîne que t'enregistres la vidéo. Qu'est-ce qu'on fout ici alors? On enregistre une vidéo pour les 3 ans de la chaîne du Guide Barbu. On enregistre des vidéos gratuitement maintenant. Oui, mais il est sympa ce petit guidou. Et qu'est-ce qu'il faut sur YouTube ce mec? Il parle de cinéma et il fait mumuse avec des cartes. 7 sur 10. Merde, c'est drôle. Bon, mon petit guide, félicitations pour les 3 ans de ta chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un film que t'as sûrement pas vu. Pour une fois, je vais te parler de mon adaptation préférée d'un classique de la littérature écrit par Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Alors, ce film est sorti en 1990 et ce n'est pas à proprement parler un film, puisque c'est plus un téléfilm qui a été produit par Disney. Oh l'arnaque! Ta gueule! Alors, ce film est réalisé par Fraser Clark Heston. Tu connais, toi? Connais pas. Normal, parce que sa carrière n'est constituée que de 4 films, dont un que j'avais plutôt bien apprécié, qui est Le Bazar de l'épouvante. C'est maigre. Oui, c'est maigre, mais c'est quand même le fils de l'immense Charlton Heston. On se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes papas. Comme ça. Alors ce téléfilm a quand même la chance d'avoir un casting monstrueux. Comme qui? Comme Charlton Heston, un jeune Christian Bale, Christopher Lee, Julian Glover, Oliver Reed, James Cosmo ou encore Pete Postlethwaite. Comme casting, ça se pose là. Alors bien évidemment l'histoire tu la connais, mais pour moi c'est la plus fidèle à l'œuvre originale. Mais bon, t'as quand même toujours le même postulat. Un voyage, un gamin, une carte au trésor, des pirates, un trésor. La réalisation n'est pas la plus transcendante du monde, bien qu'efficace. Les décors sont sublimes. Il y a un bateau qui a été reconstitué qui est juste magnifique. Et tous les décors, l'ambiance, l'aventure te permettent vraiment de t'immerger dans ce film d'aventure sur fond de piraterie. Et puis t'as quand même pas mal de bastons. Guide Barbu? Mais le gros point fort pour moi de ce long métrage, c'est la prestation de Charlton Heston qui incarne Long John Silver, qui est pour moi simplement la meilleure interprétation du personnage. Il a vraiment cette sale gueule de pirate et à travers son jeu, il arrive à retranscrire l'hypocrisie et toute la noirceur du personnage, à savoir le seul homme dont avait peur le capitaine Flint. De plus, je trouve que la relation entre Long John et Jim fonctionne à merveille. Alors tantôt il essaie de le manipuler, mais il fait également office de mentor auprès du gamin parce qu'il le protège et puis qu'il lui apprend pas mal de choses, voilà. Et puis l'alchimie entre les deux acteurs se ressent vraiment. Et puis l'histoire de Jim Hawkins, c'est un parcours initiatique du héros tout à fait convaincant. Voilà ce que je pouvais en dire sans trop te spoiler. Pour ma part, j'ai découvert ce film très jeune à la télévision, je l'avais enregistré en cassette et je le revois au moins une fois par an parce que la magie opère à chaque fois. Alors, peut-être que c'est de la nostalgie, mais peut-être que le film est également bon. C'est toi qui répondras à la question, mon petit guide. C'était court comme vidéo. Il a dit pas plus de 3 minutes. Et on lui a fait un cadeau pour les 3 ans de sa chaîne. Ah tiens, j'allais oublier Guide Barbu. Allez, joyeux anniversaire!
Alors mon petit bonhomme, sache que je ne lance plus les cartes. Du moins je ne le ferai plus en 2023. Oui, bon bref, passons. Tout ça pour dire que un téléfilm avec Charlton Heston, je dis pourquoi pas. En plus, il me semble que la seule adaptation que j'ai vue, et encore je suis pas bien sûr de l'avoir vue, c'est juste vu la bande-annonce, c'était celle de Junio, et ça volait pas haut, hein. Il faut dire que même juste la bande-annonce est traumatisante, donc c'est bien possible que je n'ai vu que ça. En tout cas, ça risque d'être bien intéressant, donc merci. Bon, c'est pas tout ça, mais ici ça commence à puer la mort, donc je vous donne rendez-vous dans un mois pour ma vidéo réponse, puis d'ici là, bouffez du cinéma, bouffez de la culture, portez-vous bien, bonne année, et à dans un mois. Ciao!